Bonsoir à tous, bienvenue pour cette première session tardive de l'ANF 2016. Cette année, on s'est donc focalisé sur tout ce qui était service pour les périphériques nomades. Et donc on va commencer cette première session tardive par présenter tout simplement le portail mathématique avec une vision plutôt utilisation, utilisateur, de façon à ce que vous puissiez, vous par la suite, réutiliser à loisir ces diapositives dans vos laboratoires, de façon à présenter à vos chercheurs la façon d'utiliser, de créer des comptes pour accéder au portail des mathématiques. Sur cette présentation, on va essayer de s'organiser de la façon suivante, à savoir, voilà, je vais dérouler la présentation jusqu'au bout. Et si on pouvait conserver les questions pour la fin de la présentation, ce sera plus facile à gérer pour la régie qui filme cette présentation. Donc c'est parti. Donc cet exposé va se découper en 5 parties. Tout d'abord une petite introduction sur voilà, le portail, qu'est-ce que c'est. On verra par la suite une vision, qu'est-ce que ça offre comme service aux personnes. On s'attardera notamment à voir comment s'authentifier sur le portail, quels sont les mécanismes à disposition. On poursuivra avec la création du compte PLM, savoir qu'est-ce que ça apporte, quels en sont les bénéfices. On fera un rapide survol des services numériques proposés par la PLM, sachant que ça fera l'objet d'une présentation bien plus détaillée par la suite dans l'ANF. Et on terminera par une conclusion. Alors commençons par l'introduction. Tout d'abord, deux définitions. La première, ce sera la définition de la PLM, plateforme en ligne matrice. C'est donc un ensemble de services numériques à destination de la communauté mathématique française qui regroupe et qui fédère tous les chercheurs, qui soient aussi bien dans des équipes d'accueil dans les universités que dans des UMR du CNRS. Ces services sont opérés par le GDS Matrice, qui fédère des informaticiens de matrice. Le portail des mathématiques, qu'est-ce que c'est ? C'est un point d'entrée unique à l'information aussi bien institutionnelle, professionnelle et scientifique, à destination donc de la communauté mathématique française. Vous allez donc retrouver aussi bien des informations métiers que des informations en lien avec les tutelles auxquelles donc les chercheurs appartiennent. Deux petits mots sur Matrice, même si on a déjà eu l'occasion d'en parler ce matin. Matrice, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui s'appuie sur deux aspects. Tout d'abord, un premier aspect qui est plus métier pour les informaticiens de laboratoire de mathématiques, avec un réseau métier finalement pour fédérer tous les informaticiens. Et les thématiques de ce réseau de métiers sont évidemment l'échange, l'entraide, la formation bien sûr, comme c'est le cas aujourd'hui cette semaine avec l'ANF, et également des projets pour que des informaticiens puissent travailler ensemble sur un projet, de collaborer à sa réalisation. D'un point de vue plus institutionnel, Matrice c'est également un GDS, donc un groupement de services du CNRS, qui porte le numéro 2754. Ce groupement de services propose à destination des chercheurs un ensemble de services en ligne qui vont constituer la plateforme en ligne Matrice. Et ce GDS est animé et constitué par des informaticiens volontaires issus donc des laboratoires de maths. Et ces informaticiens participent notamment à la mise en ligne, à la mise en service et le maintien de tous les services dont on va en voir un extrait sur la PLM. Et donc, en dernier point de cette diapositive, vous avez un pointeur vers le site web de Matrice. Commençons donc avec le portail des maths. Donc, premier aperçu du portail des maths, qui n'est ni plus ni moins qu'un portail au sens site web. Donc là, vous avez une vision du portail telle que tout à chacun peut le voir,
sans s'être authentifié particulièrement. On va dire c'est la vision publique. Donc on a un certain nombre d'onglets qui sont à disposition, parmi lesquels ici bibliothèque numérique. On a également services numériques ici qui sont là, qui vont nous intéresser. On a des informations aussi sur l'Institut et on a également un onglet annuaire. Quels sont donc, détaillons un petit peu plus les services proposés par ce portail. Nous avons donc la consultation des revues en ligne, donc ça va être un point d'entrée essentiel pour le chercheur dans son travail au quotidien. Ça va lui permettre d'accéder à toutes les revues en ligne qui sont disponibles pour son laboratoire en particulier. C'est-à-dire que le portail est configuré en fonction du laboratoire d'appartenance. Le chercheur ne verra que les revues auxquelles son laboratoire est abonné. Un autre point important, c'est l'accès à l'annuaire de la communauté mathématique française. Donc, pour rappel, les laboratoires peuvent mettre à disposition, via un site web ou un autre mécanisme de collecte, la liste de leurs personnes membres. Cette liste est collectée et agglomérée par un groupe de personnes au sein de Matrice et agglomérée en un annuaire national dans lequel on peut retrouver tous les mathématiciens de la communauté française. On a également sur ce portail un accès à l'agenda des maths qui va être en fait une carte pour visualiser l'ensemble des séminaires et conférences disponibles dans les laboratoires de mathématiques de France. Cet annuaire repose sur un petit peu le même principe que l'annuaire de la communauté mathématique, je vais dire. Donc cet agenda est construit par collecte des informations auprès des laboratoires. Donc c'est ni plus ni moins qu'une sorte d'agglomération de toutes les informations qui sont disponibles sur les sites web des laboratoires. Et en plus, ceci est présenté sous forme de carte, ce qui permet une vision assez claire et géographique de ces séminaires, de cet agenda. On a également, donc, comme je disais tout à l'heure, des liens vers d'autres sites de l'institution, aussi bien les sociétés savantes que les tutelles, typiquement le CNRS. Et enfin, un gros point important au niveau du portail, l'accès aux services numériques de l'APLM. Donc c'est sur ce point-là que l'on va plus détailler. Donc pour accéder à ces services que l'on vient d'évoquer, bien sûr, ce n'est pas un accès public. Il y a besoin d'une authentification pour que les gens puissent y accéder. Alors il y a deux méthodes qu'on verra tout à l'heure. Donc ça, c'est la colonne de gauche. La première méthode pour prouver son identité, ça va être de s'authentifier via son ENT d'établissement ou alors via un compte PLM. On reviendra après par la suite sur la différenciation entre ces deux méthodes. Et donc quand on va être en mode authentifié, le gros avantage, c'est qu'on aura évidemment l'accès aux revues en ligne avec l'accès au texte intégral, donc ce qui est vraiment important pour les chercheurs. On aura aussi également l'accès aux services numériques. Maintenant, si on reste en mode public, je vais dire, donc sans saisie d'authentification, sans mot de passe, on a quand même la possibilité d'utiliser le portail, mais là on a des fonctions beaucoup plus limitées et on va pouvoir donc, consulter l'annuaire par exemple, consulter l'agenda des mathématiques, puisque là les informations n'ont pas vocation à être privées, donc voilà, c'est disponible. Et on aura également la possibilité d'accéder au site, aux liens vers les autres sites. Alors, comment fait-on pour s'authentifier sur le portail des maths ? Donc, comme je disais tout à l'heure, on a deux méthodes possibles. La première, c'est donc d'utiliser l'ENT de l'établissement. Donc, ça va être votre compte d'ENT de votre établissement. On va voir après comment ça se passe, un petit peu à la manière finalement de ce qu'on peut faire avec la Fédération d'identité Renater. Et la deuxième méthode, ce sera de s'authentifier via le compte PLM. On y reviendra juste après. Donc, tout d'abord, avec l'ENT d'établissement, comment fait-on ? Donc une fois que l'on est sur la page d'accueil du portail, en haut à droite, vous avez donc ce petit bouton connexion que j'ai entouré en rouge sur la diapositive. Et lorsqu'on clique dessus, on est redirigé vers une page qui nous demande de choisir quel est notre organisme d'appartenance. Donc c'est toujours pareil, c'est le même principe que la fédération d'identité, comme on a pu le voir sur Renavision. Une fois que l'on choisit donc dans la liste, on déroule, on choisit son établissement.
Après, on clique sur le bouton connexion qui est juste à côté de la liste déroulante. On est redirigé automatiquement vers le CAS de son établissement. Donc là, dans mon cas, moi, comme c'était avec mon identité, on arrive sur le CAS de l'Université de Poitiers, dont je dépends. On saisit son identifiant, son mot de passe. On a une page de confirmation qui nous demande si on est bien d'accord pour transmettre un certain nombre d'informations à Matrice. Donc là, évidemment, on répond oui, parce que sinon l'authentification ne se fait pas. C'est juste pour avoir connaissance, voilà, des attributs qui sont propagés vers Matrice. Et une fois qu'on a validé, on se retrouve sur le portail avec une vision un petit peu différente, dans le sens où, par exemple, vous voyez que vous avez un petit message de bienvenue qui est personnalisé à votre nom. Ensuite, si vous basculez sur la bibliothèque numérique, par exemple, vous allez tout de suite voir que les revues en ligne, maintenant, seront accessibles, ce qui n'était pas forcément le cas quand on était en mode public. Donc maintenant, ça c'était la première méthode pour s'authentifier, c'est-à-dire via l'ENT de l'établissement. La seconde méthode qu'il est possible donc de suivre pour s'authentifier sur le portail, c'est d'utiliser un compte PLM. Donc là, la méthode reste à peu près similaire. On clique sur le bouton connexion lorsqu'on est en mode public. On arrive sur la page de tout à l'heure, mais au lieu d'aller choisir dans la liste déroulante son établissement de rattachement, on va cliquer sur le bouton juste en dessous qui est connexion avec un compte PLM. En cliquant sur ce bouton, on est redirigé sur le service central d'authentification de Matrice, donc le CAS de Matrice, où là on saisit un identifiant et un mot de passe, qui est propre à chaque utilisateur, c'est un compte login mot de passe classique. Et une fois que l'on a saisi son identifiant avec son mot de passe et qu'on a validé, on se retrouve à nouveau sur le portail authentifié avec cette fois-ci le compte Matrice. Donc vous voyez, pour aller sur le portail, deux méthodes bien différentes. On va voir un petit peu après la différence. La question qui se pose de suite, c'est ok, on a deux méthodes, mais pourquoi préférer plutôt l'une que l'autre ? La réponse est ici, elle est assez simple, à savoir que déjà vous avez pu voir que pour s'authentifier, lorsqu'on utilise le compte PLM, ça va beaucoup plus vite, on économise un certain nombre de clics, on n'a pas à choisir dans la liste déroulante des établissements, ça va plus vite. Le deuxième aspect, c'est qu'en utilisant un compte PLM, vous aurez accès à la totalité des services numériques PLM, ce qui n'est pas le cas même lorsque vous utilisez une authentification avec l'ENT d'établissement. Lorsque vous serez authentifié avec l'ENT d'établissement, vous aurez accès aux revues en ligne, mais par exemple, vous n'aurez pas accès aux services numériques tels que PLM Box ou des choses un peu plus avancées comme ça. Donc finalement, le compte PLM vous donne plus de services. Alors maintenant, comment créer un compte PLM ? Alors pour créer votre compte PLM, il y a quelques prérequis à avoir au début. C'est déjà dans un premier temps de savoir si on ne dispose pas d'un compte Matrice, parce qu'un chercheur peut venir vous voir et vous dire voilà, je veux un compte Matrice, et ne plus forcément se souvenir qu'il en avait demandé un auparavant. Donc, une des premières méthodes à voir, c'est si par hasard, avec son login de d'habitude, un login qu'il aurait l'habitude d'utiliser, s'il ne peut pas s'authentifier sur le portail. Deuxième méthode, c'est d'utiliser la procédure de rappel de mot de passe pour voir s'il n'est pas déjà enregistré dans le système d'information de Matrice. Et troisième point, aller voir son correspondant Matrice pour que lui vérifie via l'interface d'administration du portail si le chercheur n'est pas déjà enregistré au sein du portail. Donc si maintenant le chercheur il est certain de ne plus avoir de compte PLM, il se connecte, il va sur le portail MAT dans un premier temps, il s'authentifie avec son ENT d'établissement, puisque la démarche affichée pour la création du compte PLM, c'est de dire que le chercheur est complètement autonome dans cette démarche. Et donc il n'a pas nécessairement besoin
de son informaticien ou de son correspondant matrice pour lui créer un compte. Il peut le faire de façon complètement autonome. Donc il va sur le portail maths, il s'authentifie avec son ENT d'établissement, et grâce à la convergence d'identité qui est faite avec l'annuaire de la communauté mathématique que l'on a vu au préalable, il va être reconnu comme membre d'un laboratoire de maths ou d'une équipe de recherche, et du coup, il va pouvoir être associé à une entité de recherche référencée au sein de l'annuaire matrice. Donc comment ça se passe? Une fois que l'on est authentifié sur le portail avec son compte d'ENT d'établissement, on a donc en haut à droite le bouton connexion qui s'est transformé en une petite silhouette qui vous permet donc d'accéder à vos préférences de compte, je vais dire. Une fois que vous cliquez sur cette petite silhouette, vous arrivez sur une page similaire à celle-ci, où là vous allez avoir un bouton qui s'appelle créer un compte PLM pour les services avancés. Donc vous cliquez sur ce bouton, un formulaire s'ouvre, vous avez la possibilité de choisir votre identifiant. Donc c'est la première case là, juste tout en haut. Ensuite, vous sélectionnez, vous rentrez votre mot de passe en veillant à bien respecter les critères de sécurité qui sont énoncés au-dessus. Si jamais vos deux mots de passe rentrent pas dans les critères de sécurité, ou alors si vous avez saisi deux mots de passe différents dans les deux cases, il y a nécessairement une des deux cases qui apparaît en rouge avec un petit point d'exclamation à droite. Et lorsque vous amenez votre souris sur la droite, sur ce petit point d'exclamation, vous avez une petite bulle d'info qui vous informe de la raison pour laquelle votre mot de passe ne peut pas être accepté en l'état. Une fois que vous avez corrigé ces informations et donc mis un mot de passe valide qui répond aux exigences de sécurité et complété les deux cases, à ce moment-là, les deux cases mot de passe passent au vert et vous remarquerez également, si je reviens un petit peu en arrière, voilà, ici, le bouton créer ce compte est grisé. Vous ne pouvez donc pas faire l'opération de création tant que vous n'avez pas rempli les critères de sécurité. Et donc une fois que vous en êtes là, vous pouvez cliquer sur le bouton créer ce compte. Au passage, voyez en dessous toutes les adresses email sous lesquelles vous êtes référencé. C'est-à-dire qu'avec l'annuaire de la communauté mathématique, vous pouvez apparaître en fonction de vos unités de rattachement avec plusieurs adresses mail différentes. Et donc la convergence d'identité fait que toutes vos adresses sont référencées ici. Donc on peut continuer donc sur la création du compte en cliquant sur le bouton créer le compte. Et à ce moment-là, votre compte est créé et utilisable dans quelques minutes, je vais dire, après la création. Ceci nous amène sur les services numériques de la PLM. Une fois donc qu'on a pu créer notre compte, on peut donc bénéficier de la totalité des services avancés de la PLM. Alors tout d'abord, un premier service, voilà, juste pour montrer l'étendue des choses. Premier service qui va être Indico, qui par exemple a servi à faire la page sur laquelle vous pouvez visualiser la présentation, enfin le programme de l'ANF de cette semaine. Donc c'est un outil de gestion de conférences, des ateliers, des rencontres, des réunions. Il intègre un mécanisme d'inscription, des listes de participants, un planning, bref, une gestion des publications, des diaporamas. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler, mais voilà, sachez que ça existe. PLM LaTeX, qui est un outil qui permet de faire de la collaboration en écriture de documents LaTeX. Notre outil intéressant qui est PLM Box, qui va vous permettre de faire du stockage collaboratif, c'est-à-dire partage de fichiers pour du travail collaboratif. Ça va vous permettre également, PLM Box, d'avoir un accès par le web pour télécharger des fichiers, les mettre en partage avec d'autres utilisateurs pour qu'ils puissent y accéder à travers le web. Et également, ce qu'on a pu voir aussi également cet après-midi dans les différents TP, une synchronisation de dossiers qui permet donc de synchroniser un dossier sur plusieurs machines, que ce soit des tablettes, que ce soit des postes fixes.
L'avantage donc de PLM-Box, c'est que ça fonctionne sur tous les systèmes, et aussi bien sur tablette que sur téléphone ou PC, PC fixe et PC portable. Voilà. Après, vous avez ici une liste, je ne détaille pas parce que voilà, on a une présentation sur la NF qui va être vraiment plus axée là-dessus. Donc voilà, il y a un certain nombre de services qui sont disponibles et qui demandent à être utilisés. Et ils sont là pour servir les chercheurs dans vos laboratoires. Alors, un mécanisme qui devient nécessaire quand on a besoin de travailler comme ça en collaboration avec d'autres chercheurs, ce sont les invitations. Puisque les chercheurs, donc dans les laboratoires, ils vont être référencés via leurs ENT, via leur compte PLM, ils vont pouvoir accéder au portail. Maintenant, les chercheurs ne travaillent pas que dans la communauté mathématique française, ils travaillent des fois hors communauté mathématique avec des gens d'autres disciplines, avec des gens d'autres pays. Et donc on va avoir besoin pour les services notamment, ce que j'évoquais avant, type PLM-Box, on va avoir besoin de donner des comptes ou des accès à des gens qui sont hors de cette communauté. Et donc le mécanisme des invitations, il est fait pour ça. Le principe repose sur un mécanisme de parrainage où finalement un chercheur ou même l'ASR de laboratoire peut dire voilà, je vais inviter une personne, un collaborateur à venir travailler avec moi sur les services numériques de la PLM. Donc ceci se passe assez simplement et vraiment peut être effectué par le chercheur lui-même. Il a juste à se rendre dans l'onglet Services numériques du portail. Dans cet onglet, il y a une rubrique Invitation. Il remplit le formulaire d'invitation en indiquant l'adresse email notamment du collaborateur. Le collaborateur va recevoir un email avec un lien de création de mot de passe. Donc, en cliquant sur ce lien, il se retrouve sur un formulaire de création de compte PLM, comme on a pu le voir tout à l'heure pour le chercheur lui-même. Et ainsi de suite, il valide donc les différentes étapes et il arrive enfin à créer son compte PLM et il peut, de la même façon que le chercheur, se connecter au portail avec le compte PLM qu'il vient de créer. Ce qui nous amène donc, voilà, une fois que on a déroulé ceci, on a donc pu proposer aux chercheurs un accès au portail mathématique, au service numérique de la PLM, et également on lui permet d'inviter les personnes avec qui il travaille à se connecter et à travailler avec lui sur la PLM et le portail UMAT. Donc voilà, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que pour accéder au portail, on a en mode authentifié deux méthodes, deux façons de faire qui vont pas procurer les mêmes fonctionnalités, mais elles existent. Donc d'un côté, on a l'ENT d'établissement via la fédération d'identité. De l'autre côté, on a le compte matrice. L'autre point important qu'il faut retenir, c'est donc l'existence du mécanisme d'invitation pour les personnes hors communauté mathématique. Mais également, ce mécanisme d'invitation peut être utilisé par le correspondant matrice pour créer, s'il le souhaite, des comptes pour ses chercheurs. C'est-à-dire que plutôt que de demander aux chercheurs à aller faire la procédure de création de mot de passe, de création de compte, lui-même, vous avez la possibilité de faire pour lui une invitation. Donc finalement, vous invitez le chercheur à venir travailler sur la PLM. Il reçoit un email. À ce moment-là, il crée son mot de passe lui-même. Et après, vous aurez juste à intégrer ce compte-là via votre interface d'administrateur de correspondant matrice. Vous aurez juste à l'intégrer en tant que membre de votre laboratoire. Et ainsi, il bénéficiera de l'accès complet aux revues électroniques du laboratoire. Donc ce mécanisme d'invitation, il peut aussi permettre aux ASR de créer des comptes pour leurs chercheurs. Donc c'est un point important qui mérite d'être mis en avant. Également, un des prérequis finalement pour que tout ça fonctionne correctement, c'est que le laboratoire de rattachement figure dans l'annuaire de la communauté mathématique et que les informations qu'il diffuse sur ses membres soient à jour, avec une liste de membres à jour, des adresses email valides. Bref,
un annuaire à jour. Donc ça, c'est vraiment important. Si dans votre laboratoire, cette démarche n'est pas faite, je vous invite vivement à écouter l'exposé qui sera fait sur les guides du correspondant matrice, dans lequel on va vous expliquer comment faire pour que votre laboratoire soit référencé dans cet annuaire et quelles sont les personnes au sein de matrice à contacter pour que votre laboratoire soit référencé. Enfin, donc, comme je disais tout au long de l'exposé, je fais juste un survol finalement ici des services numériques de la PLM. Et donc sur l'ANF, nous aurons 2 autres exposés qui apporteront un éclaircissement d'une part sur les services numériques disponibles et d'autre part sur l'architecture du portail pour avoir là du coup une vision plus sous le capot, je dirais, de comment ça marche et comment c'est construit, qui s'adresse plus finalement aux informaticiens de matrice. Voilà, donc je vous remercie de votre attention pour cette présentation. Et puis voilà, je suis disponible pour répondre à vos questions. C'est pas une question, c'est juste un petit complément. Il y a aussi une autre façon de faire pour accéder au portail, c'est plutôt que de prendre votre établissement, votre université, vous pouvez choisir CNRS, et du coup l'intérêt c'est que vous pouvez utiliser le certificat CNRS, donc vous n'avez plus à rentrer de login mot de passe. Ça va encore plus vite que le compte PLM. Ouais. Mais la condition, c'est d'avoir créé un certificat CNRS au préalable. Ah oui, ou alors, d'accord, tu fais une connexion via Janus avec un identifiant mot de passe. Ok, oui. Oui, effectivement, sous ce point de vue-là, c'est encore plus rapide. Ouais. La taille de données hébergées? Le quota, il est, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à 50 gigas. Donc, ouais, c'est 50 gigas. Mais par contre, pour avoir 50 gigas sur la PLM Box, il faut être dans un laboratoire de maths. C'est-à-dire qu'un invité, c'est pas la... On peut inviter des gens, mais ils n'auront pas le même quota. Et l'invitation va périmer normalement à la fin de la semaine. C'était la question subsidiaire, les comptes vont rester ou pas? Non. Tu n'en as pas parlé là, mais justement le cas de l'invité, donc il peut s'ouvrir une PLM Box. Est-ce qu'il peut créer des projets Sherlatech? Est-ce qu'il peut créer des projets Git? Ou est-ce qu'il peut créer des ressources, enfin des... Oui, l'invité finalement après il dispose d'un compte PLM comme le chercheur. Et alors après il y a un certain nombre de limitations. Non mais attention, quand je dis un certain nombre de limitations, c'est qu'il peut utiliser les services, mais à condition qu'ils aient été créés par le chercheur au préalable. Voilà. Un invité ne peut pas créer de ressources. Il ne pourra pas en créer de nouvelles. Il peut utiliser des ressources s'il est invité dans des projets, dans un PLM Box, il peut participer, mais il ne peut pas créer de ressources lui-même. Il peut enrichir, il peut participer à des choses qui existent et rentrer du texte dans PLM LaTeX pour participer à compiler un fichier, mais il ne peut pas créer de nouveaux projets, il ne peut pas créer ses propres outils, ses propres fichiers. Il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. Quand moi, je me connecte toujours avec mon certificat CNRS. J'ai accès aux services numériques. Alors que je n'ai pas utilisé mon mot de passe de la PLM. Non, mais tu as accès à l'onglet services numériques, mais après, tu ne vas pas forcément avoir... tu ne pourras pas, par exemple, aller sur PLM Box à travers... Si. Enfin, PLM LaTeX, enfin, je n'ai pas tout testé, mais là j'en ai testé 3 ou 4, ça a l'air de marcher. Tu n'auras pas accès à tous les services, je pense. Par exemple, le dépôt Git, SVN, je ne vois pas comment. Si, convergence d'identité, c'est-à-dire que en fait,
À partir du moment où ton adresse apparaît dans les alternate adresses, c'est-à-dire il y a une liste d'adresses possibles sur laquelle tu es reconnu comme ayant un compte PLM. Donc si cette information a été rentrée soit dans l'annuaire des maths, soit comme à l'alternate adresse, soit dans la PLM, tu es reconnu comme la même personne. Que tu te connectes à travers ton ENT, à travers un certificat CNRS, à travers Janus ou à travers un compte PLM. Tu es la même personne. D'accord ? Sauf qu'il y a certains services qui vont te demander une adresse mail pour t'authentifier. Type ce qu'on a vu PLM Box tout à l'heure, c'est l'adresse mail qui compte. Et l'adresse mail, il faut que ce soit l'adresse mail qui est déclarée dans ton compte PLM comme primary adresse. D'accord ? C'est la seule chose importante. Mais sinon, toutes les autres formes d'authentification font que tu vas être reconnu comme la même personne. Mais là, ce sera l'accès juste au portail, Damien. C'est-à-dire qu'après, si tu veux, une fois que tu auras, par exemple, lancé ton client SVN, tu seras obligé de taper ton login mot de passe de PLM. Oui. C'est en ça, je dis, où tu n'as pas accès à la totalité des choses. Oui, là, on me redemande, toi, je viens de cliquer sur PLM Box et on me redemande un mot. Ah oui, mais ça n'a pas ça. Alors en fait, je vais apporter une précision sur le mécanisme. En fait, c'est un peu le principe des poupées russes. C'est-à-dire qu'au niveau de tous les services numériques, il va y avoir, en fonction du niveau de reconnaissance que le portail aura de la personne, différents accès en fonction des services. Et ce n'est pas toujours les mêmes. Il y a des services qui vont fonctionner uniquement avec l'authentification via la fédération d'identité. Il n'y aura pas besoin de plus. Voilà, parce que c'est un service qui est autonome et qui donne des droits à ce niveau-là. Donc en fait, pour simplifier, c'est une matrice en fait pour chaque service qui est un petit peu complexe et qui est différente. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, par rapport à la convergence d'identité, c'est là qu'en fait, on va obtenir le maximum de droits. C'est-à-dire plus on aura convergé de comptes entre eux, d'identité, plus on va avoir de droits. Donc c'est pour ça que c'est important d'encourager le chercheur à faire converger toutes ces identités. Parce que comme ça, il aura tous les droits sur tous les services. Et le droit, entre guillemets, ultime, par exemple, c'est l'activation ou la désactivation d'un service. Pour faire ça, en fait, il faut vraiment que l'identité qu'on a utilisée pour se connecter corresponde vraiment à un compte matrice, à un compte PLM. Parce que, en fait, la gestion de droits, je vais expliquer un petit peu ça dans la présentation de jeudi soir, parce qu'en fait, la gestion de droits, là, est vraiment gérée au niveau de l'annuaire LDAP interne de matrice. Bon, c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça, vite fait. Mais on va en reparler jeudi soir. Voilà, je ne sais pas si vous avez saisi ce que j'ai dit. Voilà. Ça commence à donner une idée du truc, quoi. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un petit peu complexe quand même. Et après, il y a le niveau aussi. Quand on est invité, c'est pareil. On va avoir certains droits qui vont être un peu plus poussés sur un service que l'autre. On ne sait pas trop pourquoi, mais bon, c'est parce que chaque application, en fait, a ses exigences et ses gestions de droits. Et du coup, on a mis une limite par rapport aux invités pour privilégier quand même les ressources pour nos utilisateurs, sachant que on est un petit institut, on n'a pas de gros moyens et du coup, on ne peut pas non plus offrir énormément de ressources à tout le monde. Voilà. Enfin bon, c'est un des aspects.